Bonjour à toutes et à tous. Donc, deuxième partie de ce chapitre 5 sur la fin de la révolution Gorbatchev. Alors, à la dernière vidéo, nous avions rappelé les conditions de l'accession de Gorbatchev au pouvoir, son projet, et autour de deux thèmes essentiellement, la glasnost et la perestroïka, puis les multiples entraves à son projet de 88 à 90. Alors on avait entamé cette longue partie. J'avais rappelé la montée des contestations dans plusieurs républiques de l'Union soviétique. J'étais revenu sur la perte de ce qu'on appelle l'empire est-européen, c'est-à-dire les démocraties populaires. Puis la déception, et c'est un euphémisme, hein, la fureur parfois de la population russe qui se trouve totalement abandonnée dans des difficultés économiques impensables. Euh, J'en suis arrivé aujourd'hui donc à traiter de la montée de l'opposition politique. Alors, cette montée de l'opposition, elle a lieu à deux niveaux. D'abord, dans la société civile, hein, euh, ce sont des organisations qui se créent, qui n'ont pas une finalité politique officielle, mais qui en réalité donc sont orientés vers l'écologie, vers la défense du patrimoine, etc. Mais en réalité, elles ont de plus en plus une finalité politique, euh, très diverse d'ailleurs, ça va de l'anarchisme au nationalisme. Alors représentons cela schématiquement, donc dans cette société civile que j'ai- je dessine en bleu, il y a donc des groupes qui se forment, ces groupes dont je viens de parler à l'instant, donc à finalité parfois patrimoine ou écologique, mais qui en réalité ont des objectifs politiques. Alors ces groupes informels sont de plus en plus nombreux. Cela fait peur quand même à Gorbatchev, même s'il les a encouragés au nom de la glasnost, de la perestroïka, et il pousse ces groupes informels à s'associer en front populaire, car ils pensent pouvoir mieux les contrôler ainsi. En réalité, ça donne plus de force encore à cette opposition au sein de la société civile. J'ai dit à deux niveaux l'opposition. L'autre niveau, c'est une opposition parlementaire au sein donc de la principale structure de cette époque, le Congrès des députés du peuple. Alors là, on voit apparaître, donc dans la partie rouge de la société officielle, deux grandes constellations, l'une à gauche, que je mets à gauche de Gorbatchev, qui est donc au centre, c'est le groupe des députés interrégionaux, et à droite, le Parti communiste et un nouveau groupe qui va se créer. Alors, le groupe des députés interrégionaux, c'est un groupe donc qui apparaît au moment des élections du printemps 89. Euh, c'est bien sûr, le Parti communiste continue à ces élections à remporter l'essentiel des élections, mais il y a quand même des candidats libres ou des candidats communistes qui ne suivent plus le Parti communiste. Donc, ils s'inscrivent, si on peut dire, dans le groupe des députés interrégionaux. Et là, alors ces gens, qu'est-ce que veulent-ils? Ils sont pour la perestroïka, donc au départ, ils sont pour Gorbatchev, mais ils trouvent que Gorbatchev a oublié la perestroïka, qu'il est trop mou, qu'il faut des réformes radicales que Gorbatchev est incapable de prendre. Donc, ils essayent de l'aiguillonner, hein, et parfois fortement. Alors, il y a trois leaders principaux. Boris Eltsine, qui est du même âge que Gorbatchev, en gros, il est né en 1931. Il a été responsable du Parti communiste de l'oblast de Sverdlovsk, puis il est devenu membre du comité central en 1981, puis responsable du parti de Moscou. C'est un homme très actif, qui n'hésite pas à se mêler à la population. Il prend le métro, il devient très vite populaire.
Bon. Et après s'être entendu bien au début de la perestroïka avec Gorbatchev, en 1987, c'est la rupture euh, avec Gorbatchev. Yeltsin est démis de ses fonctions, mais il va être choisi par une foule, on peut dire, en délire, comme candidat au Congrès, et il va être élu, donc, avec 89%. Donc, c'est vraiment l'adversaire de loin le plus dangereux désormais pour Gorbatchev, que Boris Yeltsin. Après, dans ce groupe de députés interrégionaux, on trouve un historien réputé, Yuri Afanasiev, hein, qui est très engagé, lui aussi, au départ pour la perestroïka et maintenant pour la radicalisation de la perestroïka. Euh, il est député, donc il est élu député en 89. Et enfin, Andrei Sakharov, qui est le plus connu des trois, un physicien qui a participé très activement au programme nucléaire soviétique et puis qui a cessé brusquement d'être du côté du pouvoir, qui est devenu dissident, donc en 1966-68, qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui, à partir de ce moment-là, est considéré comme un, un paria qui est assigné à résidence dans une ville, Gorky, Nijni Novgorod autrefois. Donc, il est assigné à résidence à partir de 1980 par Brezhnev et il y restera jusqu'en 86, date à laquelle Gorbatchev mettra fin à son exil. Donc, ce groupe des députés interrégionaux joue un rôle extrêmement important pour pousser Gorbatchev à des réformes plus radicales. Mais sur sa droite, il a, Gorbatchev, un parti communiste qui, au contraire, trouve que Gorbatchev va beaucoup trop loin, qu'il faut arrêter la perestroïka, il faut en tout cas la freiner, sinon, ça sera la dislocation de tout ce qui a fait l'Union soviétique. Et se crée au Congrès des députés du peuple un mouvement qu'on appelle le groupe Soyouz, Union, qui se veut une réponse au mouvement d'émancipation nationale dans les républiques fédérées. Hein. Donc, c'est un mouvement qui recherche les russophones, le soutien des russophones. Il recrute dans les milieux militaires conservateurs. Bref, il se veut une troisième force, ni communiste, ni libérale, mais fondée sur un patriotisme pro-russe. Hein. Voilà donc la situation. Et le nombre d'adhérents dans ce groupe va augmenter très rapidement. En quelques mois, il va passer de décembre 90 à 561 députés, donc le quart du Congrès des députés du peuple, en 1991 au tiers, 740 députés. Donc, au total, on imagine Gorbatchev hein, assailli par les diverses contestations que j'ai rappelées, contestations dans les républiques, que ce soit en Asie centrale, au Caucase, en Ukraine ou dans les pays baltes, une contestation qui est même une opposition très nette au sein du pays, dans la société civile et dans la société officielle, et enfin tous les soucis engendrés par l'empire est-européen, c'est-à-dire les 6 pays que Staline avait intégrés, avait mis dans l'orbite soviétique après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne, la Hongrie, la RDA, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Bulgarie, qui peu à peu vont se détacher, la Pologne en tête, puis la Hongrie, puis la RDA, vont se détacher donc de l'orbite soviétique. Donc, nous avons affaire là, Gorbatchev, c'est pas nous, c'est Gorbatchev qui a affaire à euh, un comment dirais-je, une, une opposition, c'est plus qu'une opposition, il est sans arrêt harcelé, hein, donc c'est pour ça que j'emploie ce terme de chasse de l'hallali final hein, pour Gorbatchev durant ces deux dernières années au pouvoir. Alors, c'est cette partie que je vais traiter maintenant. Alors, on essaye de se mettre à la place de Gorbatchev à cette époque-là. Que faut-il faire? Il a donc une gauche de plus en plus active avec Boris Yeltsin, une droite
qui le harcèle avec une grande partie du Parti communiste et ce nouveau groupe, le groupe Soyouz. Alors, que peut-il faire? Alors, la première idée de Gorbatchev, c'est de dire, je vais renforcer mes pouvoirs. Et il le fait d'une manière fantastique. Euh, j'énumère brièvement, mais c'est nécessairement un peu long parce qu'il ne cesse de renforcer ses pouvoirs depuis 88 jusqu'en 91. Hein. Alors, première mesure, le 1er octobre 1988, Gorbatchev, qui est donc premier secrétaire général du Parti communiste, est nommé par le Soviet suprême président du présidium du Soviet suprême. Et à ce poste, il succède à Gromyko. Ce n'est pas un cumul, ces deux postes extraordinaires, puisque c'est le cas depuis Brejnev. Brejnev était déjà premier secrétaire général du parti et président du présidium du Soviet suprême, et les successeurs de Brejnev, Andropov et Tchernenko, feront pareil. C'est par contre une nouveauté par rapport à Staline et à Khrouchtchev. Staline et Khrouchtchev cumulaient le premier secrétariat général du parti et ils étaient premiers ministres. Voilà, les deux. Bon. Donc, c'est une étape quand même vers un renforcement du pouvoir de Gorbatchev. Deuxième date importante dans cette politique, c'est la réforme constitutionnelle du 1er décembre 1988, qui est une vraie ébauche d'un régime présidentiel à l'occidental. Alors, cette réforme prévoit l'élection d'un président du Soviet suprême. Donc, ce n'est plus le président du présidium du Soviet suprême, c'est le président du Soviet suprême qui, désormais, sera élu pour 5 ans au scrutin secret par le Congrès des députés du peuple. Bon, c'est quand même un point important, ça donne plus de légitimité à Gorbatchev. Il sera élu d'ailleurs donc à ce poste le 25 mai 89 pour 5 ans avec une grosse majorité. Alors, ce président du Soviet suprême, ce nouveau poste, il hérite d'un certain nombre de prérogatives du Politburo, des prérogatives essentielles, notamment la conduite de la politique étrangère. Ce n'est plus le Politburo, désormais, c'est le président du Soviet suprême. Et il a également euh, il propose le, le Premier ministre. Donc, il donne le nom du Premier ministre. Euh, bon, donc c'est là aussi un rôle important. Alors, le législateur a prévu un cas de figure. Admettons que le premier secrétaire général du parti se présente pour être président du Soviet suprême et qu'il ne soit pas élu, contrairement à Gorbatchev qui a été élu à une formidable majorité. Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, dans ce cas, il est prévu que le secrétaire général du Parti communiste qui s'est présenté et qui n'a pas été élu démissionnerait du secrétariat général du Parti communiste. Et à ce moment-là, il y aurait un autre premier secrétaire général qui serait élu et qui se présenterait devant le Congrès des députés du peuple et qui pourrait être élu. Et s'il n'était pas élu, on continuerait la valse des secrétaires généraux. Alors, c'est quand même important cela parce que c'est l'amorce d'une certaine prééminence de la fonction présidentielle sur l'appareil du parti. Donc c'est l'État qui l'emporte sur le parti. Bon. Autre révision constitutionnelle, la troisième, qui est prononcée le 14 mars 1990. Alors là, c'est vraiment la tentative d'instauration d'un régime présidentiel à l'occidental, vraiment. Alors désormais, il n'y aura plus un président du Soviet suprême, mais un président de l'URSS.
Et ce président ne sera pas élu comme le président du Soviet suprême par le Congrès des députés du peuple, mais désormais, il sera élu au suffrage universel. Donc c'est capital. La Russie devient un pays comme les États-Unis ou la France, où le président de la République est élu donc au suffrage universel. Mais, pour la première élection de ce nouveau président de l'URSS, Gorbatchev demande dérogation et à ne pas être élu au suffrage universel, mais à être élu par le Congrès des députés du peuple. C'est très fâcheux, parce qu'il est évident que Gorbatchev, de plus en plus impopulaire, a peur du suffrage universel. Et maintenant qu'il est en concurrence avec Yeltsin, qui lui va se faire élire par le peuple président de la Russie, eh bien, c'est un aveu de faiblesse. Donc j'espère avoir été relativement clair. Le président de l'URSS est élu au suffrage universel. Pardon, j'ouvre à mon chat qui veut rentrer. Ah, c'est fait. Et donc, oui, donc c'est ce qui est prévu par la Constitution, l'élection désormais du président de l'URSS par le suffrage universel. Mais, pour la première élection, il y a une dérogation et ce président est élu par le Congrès des députés du peuple, et non pas par le peuple. Voilà. Ensuite, ce président de l'URSS aura des pouvoirs extrêmement importants. On peut dire qu'il va vraiment conduire désormais la politique intérieure, puisqu'il propose au Soviet suprême euh, le nom du président du Conseil des ministres. Alors, vous voyez mon chat qui se manifeste, je ne sais pas pourquoi, il n'aime pas ce que je dis, il n'aime pas cette période, il n'aime pas Gorbatchev, j'en sais rien. Donc, je reviens, soyons sérieux. Donc, je disais que ce nouveau président de l'URSS hein, propose au Soviet suprême le nom du président du Conseil des ministres, du Premier ministre, et que c'est lui qui nomme les membres du gouvernement. Il peut même proposer la démission du Conseil des ministres. Donc, il a vraiment la main sur tout le Conseil des ministres, depuis l'élection du Premier ministre jusqu'aux autres membres. D'autre part, pardon, alors, il y a quelque chose qui... Voilà. D'autre part, toujours en politique intérieure, le nouveau président de l'URSS signe les lois. C'est-à-dire qu'il peut demander au Soviet suprême de procéder à une deuxième délibération si il n'est pas d'accord sur les lois qui ont été votées. Mais il peut également adopter directement, sans passer par le Parlement, des décrets qui ont force obligatoire sur tout le territoire du pays. Donc, des pouvoirs très, très importants en politique intérieure. En politique étrangère également, puisque il est proclamé commandant suprême des forces armées. Et il préside un nouveau conseil qu'on appelle le Conseil de sécurité. Ce nouvel organisme est composé du chef des armées, du KGB, du président du KGB, et des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Au total, il y a 8 membres, donc, qui sont chargés de conduire la politique étrangère. Pour autre ère de pouvoir, la fédération. Le nouveau président conduit aussi la politique fédérale, puisqu'il préside un conseil de la fédération composé du président, donc, et des plus hauts élus des républiques fédérées, des 15 républiques fédérées. Bon. Alors, ce Conseil de la Fédération est chargé d'examiner, bien sûr, les questions qui concernent le respect du traité de l'Union, le traité qui définit les pouvoirs fédéraux. Il est chargé aussi, ce Conseil de la Fédération, de résoudre les litiges interethniques. Et enfin, il coordonne l'activité des républiques fédérées.
Donc, vous voyez, cette modification constitutionnelle du 14 mars 90 est capitale. Ce n'est pas fini dans les réformes. Le président est, préside un conseil qu'on appelle le conseil présidentiel qui est chargé, je définis, d'élaborer les mesures visant à réaliser les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l'URSS et à garantir la sécurité du pays. Donc ce conseil présidentiel est chargé d'inspirer les décisions du président en politique intérieure comme en politique étrangère. Il y a 16 membres nommés par le président. Je vous dis tout de suite que ce sera une institution éphémère, puisque elle est créée en mars 90 et elle sera supprimée au mois de décembre. Quatrième modification, la loi du 3 avril 1990 donne au président des prérogatives quasiment illimitées dans un certain nombre de cas. C'est la loi sur l'état d'urgence. Alors, cette loi, elle définit ce qu'on appelle l'état d'urgence. Euh, c'est en cas de cataclysme, d'importantes avaries, de catastrophes, d'épidémies, d'épisodies ou de désordres de masse. Donc, si tout cela arrive, pas à la fois, j'espère, mais l'une de ces avanies arrive, eh bien, le président peut décréter l'état d'urgence et prendre toutes sortes de mesures. Donc, des mesures quasiment dictatoriales. Il peut déplacer les citoyens, interdire les rassemblements, il peut interdire les grèves, limiter la circulation des véhicules, suspendre l'activité des partis, décréter le couvre-feu, substituer aux pouvoirs locaux une administration présidentielle provisoire. Donc, c'est des prérogatives, je répète, quasiment illimitées. Et enfin, une dernière loi, pardon, la loi du 26 décembre 1990 crée une nouvelle institution, la vice-présidence. Ce vice-président, c'est une nouveauté, ça n'existait pas. Vous pensez bien sûr aux États-Unis. Ce vice-président sera élu sur proposition du président. Il sera élu en même temps que le président. Alors, sur délégation, il exerce un certain nombre de fonctions du président lorsque celui-ci est absent ou dans l'impossibilité d'exercer ses obligations. Nous verrons dans quelques mois que les choses vont soi-disant se produire et vont justifier le putsch d'août 91. J'ajoute que le premier vice-président est désigné par Gorbatchev, c'est un certain Gennady Yanayev que nous retrouverons à la tête du putsch contre Gorbatchev. Donc, la principale solution pour contrer les oppositions de droite et de gauche a été pour Gorbatchev de renforcer considérablement ses pouvoirs. Ensuite, sa tactique, si ça n'est une, ça sera d'essayer, selon la conjoncture du moment, de satisfaire la droite, sa droite, ou de satisfaire sa gauche. C'est ce qu'on appellera un jeu de bascule visant à ne s'aliéner aucun appui. Alors, en ce printemps 90, on sent que des choses importantes vont se dessiner, ayant en tête que depuis que Gorbatchev est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire donc depuis le printemps 1985, il y a eu trois problèmes clés qui ont été soulevés dès le départ par Gorbatchev, mais qui n'ont pas été résolus. Et ce sont ces problèmes, donc, non résolus qui empoisonnent la vie politique
la vie politique de cette époque. Premier problème, pardon, premier problème, c'est la question du pluralisme politique. Quand Gorbatchev est arrivé, il a très vite insinué qu'il fallait faire en sorte qu'on démocratise la vie politique en Union soviétique. Et ça voulait dire donc que ça sous-entendait qu'il n'y aurait plus qu'un seul parti, le Parti communiste, mais qu'il y aurait plusieurs partis. Alors, Gorbatchev y fait souvent allusion, mais rien n'est décidé toujours en ce printemps 90. Second problème posé au début et toujours non résolu, c'est celui du passage à l'économie de marché. Il est donc il n'est pas question dès le début de rester dans une économie qui est une économie une économie, comment dirais-je, administrée par le centre et fondée donc sur un rôle fondamental du parti qui dirige toute l'économie. Il faut donc, dit-on, pour relancer l'économie, c'est le thème de la perestroïka économique, il faut par conséquent créer, en s'inspirant de l'Occident, des conditions d'une économie de marché. Et Gorbatchev a nommé un Premier ministre qui s'appelle Nikolaï Rychkov pour réfléchir et prendre les premières mesures du passage à l'économie de marché. Mais Rychkov, c'est un très mauvais choix parce que, en réalité, il est de droite et il freine des quatre fers le passage à l'économie de marché. Gorbatchev s'en rendra compte plus tard, mais trop tard. Et enfin, le troisième problème, évidemment, devenu criant depuis les révoltes dans les républiques, en particulier dans les pays baltes, là, au moment où nous sommes, c'est il faut réformer la fédération. Il faut donner aux républiques, pas redonner, donner aux républiques une autonomie, peut-être même une indépendance. Et là, on ne fait que parler de cela, que se réunir pour dire il faut réformer le traité de l'Union qui régit donc les rapports entre les républiques, mais on n'a rien fait d'essentiel. Donc ces trois problèmes sont des problèmes qui vont être au premier plan durant ces derniers mois. Alors, Gorbatchev, en ce printemps 90, n'est pas dans une position très, très forte politiquement, parce que certes, il vient d'être élu président de l'URSS en mars 90, mais quelques semaines plus tard, son rival principal est élu, lui, président du Soviet suprême de la République de Russie, mais comme je l'ai annoncé, il est élu lui, par le peuple. Donc, aux yeux de la population, il a beaucoup plus de légitimité que Gorbatchev. Donc Gorbatchev, tenant compte de son affaiblissement et de la force donc de Yeltsin et des réformateurs, c'est-à-dire ce que j'appelle la gauche, eh bien, va s'appuyer sur la gauche. Donc il va y avoir une première phase en ce printemps 90 qui va durer quand même jusqu'à l'automne, où Gorbatchev jouera la carte réformiste, la carte gauche. Et pendant cette période, on ne peut pas entrer dans les détails, mais le principal problème qui sera examiné, c'est le passage à l'économie de marché. Et c'est à cette époque qu'apparaît un plan conçu par plusieurs économistes, dont Chataline, pour passer à l'économie de marché. Le plan de Chataline, qu'on appelle le plan pour 500 jours, prévoit deux choses fondamentales, bien sûr, pour passer à l'économie de marché. La privatisation, il faut reprivatiser tout et libérer les prix. Alors, le plan Chataline prévoit que tout cela peut se faire en 18 mois, donc on l'appelle le plan pour 500 jours, en quatre phases.
Au cours de la première phase, c'est-à-dire les 100 premiers jours, eh bien, on procédera à la privatisation, privatisation des terres, privatisation des industries, notamment, et des commerces. Et dans la quatrième phase, on s'occupera de libérer les prix, ce qui est une opération très délicate. Et en même temps, on fermera évidemment les entreprises qui se révéleront peu rentables. Donc, ce plan Chataline, on en parle durant toute cette période-là, durant tout l'été 90. Et l'opinion politique est très divisée. Yeltsin et les réformistes, la gauche que j'appelle, hein, euh, soutiennent ce plan. Ce plan leur plaît, ils pensent que ça va être décisif pour faire avancer la perestroïka. Par contre, à droite, le complexe militaro-industriel, cet État dans l'État qui gère tout ce qui concerne l'industrie de l'armement et l'armement, hein, est contre, le KGB est contre, le Premier ministre est contre, il menace même de démissionner, de telle sorte que Gorbatchev est très sceptique. Est-ce qu'il doit soutenir ce plan ou simplement l'édulcorer pour satisfaire sa droite? Donc le conflit est ouvert à propos de la réforme économique en octobre 90. Et Gorbatchev cède. D'abord, d'abord, il est marqué par ces tensions. C'est quand même le moment, là, l'automne 90, où, par exemple, les nouvelles de Moscou, qui sont un hebdomadaire gorbatchevien, mais désormais aux mains des réformistes, titre, je vous donne quelques titres, le pays en a assez d'attendre, le pouvoir en place ne peut ou ne souhaite pas sauver le pays malade, et enfin, Monsieur le Président, ou vous montrez vos capacités en agissant de manière décisive, ou vous démissionnez. Et à droite, autre musique, c'est le maréchal Yazov, qui est le ministre de la Défense, qu'on retrouvera parmi les putschistes, qui dit qu'il faut à tout prix rétablir l'ordre dans le pays, notamment respecter, pour les Pays-Bas, la conscription nationale. De même, le président du KGB, Vladimir Khrouchtchev, dit la même chose. Il s'en prend, lors d'une intervention télévisée très remarquée, il s'en prend à certains courants radicaux soutenus matériellement et idéologiquement par des services secrets étrangers. C'est clair, il dénonce donc l'action des réformistes de la gauche, soutenue d'après lui par les États-Unis et l'Occident. Donc Gorbatchev, là, va-t-il continuer à satisfaire la gauche? Eh bien non, les pressions de la droite sont décisives et dans une deuxième phase, il décide de, d'abandonner sa politique de gauche pour se rapprocher de la droite. Et cette période va durer depuis le mois de novembre 90 jusqu'au printemps 91. Euh, Certains historiens appellent cette période la rebrejnevisation, tellement elle est conservatrice et on a l'impression de retourner à l'ère Brejnev. Alors les gens influents, Gorbatchev, les gens ayant une influence sur Gorbatchev à cette époque, bien c'est Ryzhkov, le Premier ministre, et puis c'est les gens du complexe militaro-industriel, du KGB par exemple. Alors, pour bien définir l'état d'esprit de cette période, de cette seconde période, donc, où Gorbatchev joue la carte de la droite, je me réfère à des documents qui étaient des documents secrets, confidentiels à l'époque. Ce sont des documents envoyés par l'ambassade de France à Moscou au ministère des Affaires étrangères en France. Ces documents ont été déclassifiés, il y en a pas mal, ils sont sur Internet d'ailleurs, et sont des rapports faits par des attachés d'ambassade bien au courant. Alors voici ce qui est dit dans un rapport qui paraît à cette époque-là. Hein. Euh, je l'ai entouré de rouge. Pour l'instant, cette prise de conscience se traduit par un repli du président, repli de Gorbatchev, sur des positions
très proche du Parti communiste, qui reste la seule force politique organisée à l'échelle du pays, et par un renforcement du rôle de l'armée et des forces de sécurité dans la mise en œuvre du processus de stabilisation. C'est ça, la rebrejnevisation. C'est un Gorbatchev, donc, qui ne trouve son salut que en s'alliant avec cette droite, c'est-à-dire donc le Parti communiste, l'armée, les forces de sécurité. Alors, détaillons cette politique de droite entreprise à partir de novembre 90. On assiste d'abord à la nomination d'anciens collaborateurs de Richkov à des postes clés. C'est un signe, si vous voulez, sont des gages, ces nominations sont des gages de Gorbatchev à la droite. Alors, par exemple, à cette époque, Gorbatchev nomme ministre de l'Intérieur un certain Boris Pougot qu'on va retrouver au centre du putsch contre Gorbatchev au mois d'août 91. Et Pougot, quand il arrive, euh, comme le général Boris Gromov, que Gorbatchev nomme premier vice-ministre de l'Intérieur. Gromov a été commandant à l'époque de la guerre d'Afghanistan. Ça a été le dernier grand chef soviétique à se retirer d'Afghanistan. Donc, ce n'est pas un tendre, ce n'est pas un mou. Hein. Donc, Pougot et Gromov reçoivent officiellement mission de combattre le crime organisé, de lutter contre les tendances nationalistes et centrifuges. Quelques semaines plus tard, après avoir imposé donc Pougot et Gromov, Gorbatchev impose la candidature de Gennady Yanayev comme vice-président de l'URSS. C'est lui, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va retrouver chef du putsch d'août 91. Et pour l'élection, Yanayev, il y avait deux candidats. Il y avait le candidat des réformistes, c'était Édouard Shevardnadze, qui avait été ministre des Affaires étrangères, qui avait démissionné, et puis Yanayev, qui était le candidat de la droite. Et Gorbatchev n'hésite pas, il prend ce candidat de la droite. Donc, c'est assez, pas amusant, mais paradoxal. Il est en train, si vous voulez, de mettre au pouvoir les gens qui vont tenter de le renverser quelques mois plus tard. Donc, tout ceci, c'est pour plaire à la droite. Autre mesure prise pendant cette même période de droitisation, c'est le maintien d'un projet de traité de l'Union, traité fédéral, qui est contesté par une grande partie des républiques. Euh, c'est le moment, là, nous sommes donc en 91, c'est le moment, et depuis au moins l'automne 90, que les tendances centrifuges des républiques s'accentuent, c'est-à-dire la volonté de se détacher de Moscou. Hein. Par exemple, en Ukraine, s'est tenu à fin octobre 90 le congrès du RUK, le RUK, je vous en avais parlé, c'est le Front populaire ukrainien qui réunit différents mouvements écologistes, réformistes, politiques en Ukraine. Et lors de ce congrès, donc, le RUK se prononce en faveur, je cite, de la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine et l'instauration non violente d'une république indépendante et démocratique. En Géorgie, pareil, c'est la victoire des nationalistes présidés par Gamza Kurdia, un dissident, et ces nationalistes géorgiens exigent la transition vers le retour de la souveraineté et la pleine indépendance de la Géorgie. Le mot indépendance est prononcé clairement. En Arménie, les affrontements ont repris de plus belle entre les milices arméniennes et les milices azéries à propos du Haut-Karabakh. Et donc, là aussi, notamment en Arménie, on aspire à une indépendance. Enfin, dans les pays baltes, dont j'ai beaucoup parlé, eh bien, la tension reste très vive et il y a les dirigeants lituaniens négocient en vue de l'indépendance. Donc,
il y a toutes ces tendances, vous voyez, centrifuges, et pourtant, Gorbatchev oriente la commission qui s'occupe de rénover le traité de l'Union vers des tendances centripètes, droitières, conservatrices, c'est-à-dire revenir à une Union soviétique très centralisée, dirigée par Moscou. Donc c'est tout à fait contradictoire avec les tendances de plusieurs des républiques. Donc, c'est ainsi qu'en mois de novembre, donc, Gorbatchev fait présenter aux républiques un projet très centralisateur. Donc, c'est un retour en arrière, si vous voulez, du traité de l'Union. C'est pendant cette période de droitisation de Gorbatchev que se produit dans les pays baltes ce coup de force auquel j'ai fait allusion et qui est quand même important. En effet, je le rappelle brièvement, au début de l'année 91, au début du mois de janvier 91, la tension va monter d'un cran en Lituanie et en Lettonie lorsque l'armée rouge décide d'appliquer fermement le service militaire, l'obligation du service militaire dans les républiques. Pour faire appliquer cette loi, les parachutistes de Moscou euh, arrivent, s'emparent dans la nuit du 12 au 13 janvier du département de la Défense à Vilnius, donc le 11 janvier. Ensuite, le lendemain, de l'hôtel de police et le surlendemain, le 13 janvier, avec des chars appuyés, excusez, j'ai oublié l'Y, par des chars, donc ces forces soviétiques s'emparent de la tour de télévision, toujours à Vilnius, ce qui cause la mort de 14 personnes. Donc, il y a brusquement à nouveau, pas à nouveau, puisque Gorbatchev a évité jusqu'à présent l'utilisation de la force. Hein. Et là, on voit que au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, il y a des gens de droite qui mènent leur propre combat, même si ça ne va pas tout à fait dans le sens de Gorbatchev. Euh, En même temps, un peu plus tard, à Riga, donc en Lettonie, il y a également une attaque des forces militaires soviétiques qui prennent le siège du Parti communiste. Donc, ces coups de force dans les pays baltes étonnent beaucoup le monde entier. On pensait Gorbatchev pacifiste, et d'un seul coup, on se dit, mais ça y est, c'est à nouveau Brejnev. Il est revenu donc à une politique de force, à une politique centralisatrice. Et tous les observateurs considèrent que cette intervention violente dans les pays baltes, bien, c'est ça qui va marquer la rupture entre Gorbatchev et sa gauche, entre Gorbatchev et les réformateurs. Autre élément de sa politique de droite, c'est une opération financière tout à fait autoritaire et maladroite qui est conduite donc au mois de janvier 91. Alors, le, le Premier ministre, donc, ayant démissionné, Richkov, son successeur, c'est un certain Valentin Pavlov, ultra conservateur. Donc on continue à mettre dans toutes les structures gouvernementales des gens de droite. Et Pavlov décide que pour assainir la situation, pour éviter l'inflation, il faut retirer d'un coup toutes les coupures de 50 et 100 roubles. Ça crée une panique indescriptible. Hein. Les gens ont peur, essayent de se faire rembourser, etc. Et bien entendu, loin d'être une opération financière qui voulait assainir donc l'économie, le seul résultat, c'est d'accroître encore plus le mécontentement d'une population qui est déjà en proie à d'immenses difficultés d'approvisionnement. Nous sommes en plein cœur de l'hiver. Hein. Autre mesure de droite, c'est ce référendum du 17 mars 91 sur le maintien de l'Union rénovée. Alors l'idée au départ peut paraître bonne. Gorbatchev dit, écoutez,
on va faire un référendum pour savoir exactement ce que les républiques veulent à propos donc de la réforme de la Fédération de Russie. Et euh, donc, ce référendum a lieu le 17 mars. Mais ce référendum, loin de clarifier le débat sur la nature du pacte fédéral, qui aurait dû donc sceller la nouvelle union, hein, va ajouter beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce que chaque république organise ce référendum à sa façon. Par exemple, certaines y ajoutent une question particulière. D'autres ne veulent pas organiser le référendum. Donc, finalement, il n'y a que 9 républiques sur 15 qui participent au référendum. Alors, le oui recueille 76% des suffrages, mais comme il n'y a que 9 républiques sur 15, d'autre part, ce oui, dans certaines républiques, est ambigu parce qu'on a posé des questions d'une manière un peu bizarre. Donc, c'est un coup pour rien. Et au contraire, ça accroît la confusion. Enfin, cette période de droite de Gorbatchev, où il, il encourage les forces de droite et les mesures de droite, eh bien, toute une série de grèves et qui va générer, pas elle seule, mais qui va encourager un développement, une augmentation des prix. Alors, les grèves, eh bien, ce sont à nouveau des grèves des mineurs du Kouzbas, on en avait parlé déjà, elles avaient été momentanément arrêtées par des mesures d'augmentation des salaires, mais elles reprennent dans le Kouzbas, elles reprennent dans le Donbass. Alors, les mineurs réclament toujours des augmentations de salaire, surtout en prévision de la prochaine hausse des prix qui a été annoncée pour le 2 avril. Mais, ces grèves, ces grévistes, ces mineurs réclament aussi la démission de Gorbatchev, la dissolution du Parlement fédéral, la nationalisation des biens du Parti communiste et le multipartisme. Je répète, parce que c'est fondamental, ces mineurs, ces grévistes, hein, ne, ne se limitent pas à des revendications catégorielles, comme on dit, les salaires, les horaires de travail, mais réclament la démission de Gorbatchev, la dissolution du Parlement fédéral, la nationalisation des biens du Parti communiste et le multipartisme. Donc, ces grèves sont fondamentales parce que, je l'avais dit pour les premières grèves des mineurs, mais Gorbatchev est très touché par cette grève, ces grèves ouvrières qui prennent une grande ampleur et qui deviennent carrément politiques. Et s'ensuit, je ne dis pas qu'il y a une cause directe, mais s'ensuit une formidable augmentation des prix de détail, hein, euh, de 200 à 500%, vous vous rendez compte, hein, de certaines denrées, et de telle sorte que au lendemain de l'entrée en vigueur des nouveaux prix, le 2 avril, hein, bien vous avez des centaines d'organisations ouvrières qui se joignent aux mineurs qui sont toujours en grève, hein, et donc vous avez, comme on dit aujourd'hui en France, la population est dans la rue un peu partout, mais surtout en Biélorussie, surtout à Minsk, hein. C'est là que les grèves sont les plus massives, et comme les mineurs du Donbass et du Kouzbas, à Minsk, les grévistes réclament le départ de Gorbatchev, la démission du gouvernement fédéral, la suppression du KGB, la reconnaissance du droit de propriété sur la terre et la tenue d'élections libres avec introduction du multipartisme. Au mois d'avril 91, le nombre des grévistes dépasse le million et se prolonge sur
plusieurs semaines. Que va faire Gorbatchev? Peut-il continuer ainsi? Non. Il essaye de redresser la situation en donnant cette fois-ci un coup de barre à gauche. Il faut bien le dire que ce changement de politique, si vous voulez, il s'explique par la situation, par ces grèves, ces gens qui sont dans la rue, donc il doit bien répondre à cela, et aussi certainement, même si on n'est pas très au courant, mais on s'en doute, par les pressions de l'Occident, notamment des États-Unis, qui disent, bon, mais il ne faut pas renoncer à la perestroïka, il faut aller jusqu'au bout, donc abandonnez la droite, ne revenez pas en arrière, et à nouveau, lancez-vous carrément, de manière radicale, dans une politique de gauche. Et Gorbatchev n'est pas sourd à ces appels, évidemment, de l'Occident. Alors, il propose une trêve politique avec Boris Yeltsin, son adversaire principal, et avec les 8 présidents des républiques qui étaient prêtes à signer le traité de l'Union. Donc, si vous voulez, Gorbatchev, là, il reçoit un soutien, hein, et moyennant ce soutien, les grèves cessent. Donc, c'est un premier résultat. Alors, à ce moment-là, il y a des rencontres, si vous voulez, cette trêve politique dont je parle, elle se négocie lors de rencontres dans une datcha près de Moscou, Novo Ogariovo. Cette datcha appartient toujours au gouvernement russe. Euh, euh, Poutine y va de temps à autre, organise des rencontres. Donc là, on trouve les 8 républiques. Euh, alors, on dit 9 plus 1 parce qu'il y a les 8 républiques plus la République de Russie, hein, et le 1, c'est la fédération que représente encore quand même Gorbatchev. Donc, lors de ces rencontres de Novo Ogariovo, eh bien, les présents, notamment les présidents des républiques, appellent à l'arrêt des grèves et surtout à la nécessité de conclure un nouveau traité fédéral, un nouveau traité de l'Union. Mais, si vous voulez, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un nouveau traité de l'Union, il faut réformer. Mais il y a des accords sur la forme à donner à la nouvelle fédération, à la nouvelle union, parlons pas de fédération. Pour les uns, eh bien, on pense à une confédération, c'est-à-dire que, un peu comme l'Union européenne aujourd'hui, chaque république conserverait sa souveraineté. Donc, ce serait une confédération, une juxtaposition de souveraineté avec quand même un certain nombre de choses en commun. Et puis, donc ça, on peut vous dire quelles sont les républiques qui pensent à un système confédéral. Eh bien, ce sont les 3 pays baltes, c'est l'Arménie, c'est la Géorgie, essentiellement, l'Ukraine aussi. Bon. Les autres républiques, plus classiques, plus droitières, pensent à maintenir une fédération, c'est-à-dire que la souveraineté est détenue par le gouvernement fédéral et non pas par chaque république. Donc, comment dirais-je, la discussion n'est pas claire à ce sujet. On parle donc d'une réforme, mais on ne se prononce pas carrément sur la nature de ces réformes. Donc, il y a de très nombreuses réunions, là, au mois de juin, au mois de juillet, pour aboutir à un traité de l'Union. Et durant cette même période, ce qui est très important, c'est que Boris Yeltsin renforce encore davantage sa légitimité. Parce que le 12 juin 1991,
il est élu au suffrage universel président de la République de Russie. Alors vous allez me dire, mais il a déjà été élu. Non, il avait été élu par le peuple comme président du Soviet suprême de Russie. Désormais, il est élu, donc à partir du 12 juin, président de la République de Russie. Et il est bien élu avec 57% des voix. C'est une éclatante victoire. Donc, Yeltsin, à partir de juin 91, a une nouvelle légitimité, une légitimité populaire, plus grande, je le répète, que Gorbatchev, et il a donc de ce fait une nouvelle stature internationale. Désormais, les puissances étrangères n'invitent pas que Gorbatchev. Tout le monde comprend que Yeltsin est l'homme fort, donc il est courtisé. Donc c'est ce que j'ai résumé pour ceux qui prennent des notes. Le Yeltsin, qui était jusque-là président du Soviet suprême, est élu, bon, j'ai oublié l'espace, le 12 juin au suffrage universel président de la République de Russie. Et enfin, pendant cette période donc, où Gorbatchev renoue avec une politique de gauche, on assiste à la déroute du Parti communiste. Euh, Gorbatchev va le reconnaître au comité central de la fin juillet 91. En 5 ans, le Parti communiste est passé de 21 millions à 15 millions d'adhérents. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Euh, pour les Russes et surtout pour les communistes russes, tout est en train de se défaire. Euh, l'Union soviétique, le parti aussi. Donc, c'est vraiment une période où l'on sent que, si vous voulez, il y a des forces qui veulent résister à cette déroute. Voilà. Tout ça pour vous dire que on sent le putsch quand même un peu arrivé, un peu fatal, même si c'est pas certain. Et enfin, ce qui va être la cerise sur le gâteau, si vous voulez, et qui va être l'occasion du putsch, c'est que enfin un nouveau statut de l'Union est voté, donc on s'était réunis maintes fois pour réfléchir sur quelle serait donc la nouvelle Union soviétique, sur quelle base, confédérale ou fédérale, et finalement, le 24 juillet, Gorbatchev annonce triomphalement que les travaux de l'Union sont terminés. En réalité, il faudra attendre le 14 août 91 pour que le traité soit publié par l'agence TASS. Mais ce texte pose beaucoup plus de questions qu'il n'en résout. Pardon. Euh, En effet, Gorbatchev a fait beaucoup de concessions aux républiques. Par exemple, le russe n'est plus la langue d'État, mais une langue véhiculaire. C'est différent. Une langue qui permet qu'on peut utiliser pour les discussions, mais ce n'est pas la langue d'État. Les chefs de gouvernement des républiques participent avec voix délibérative aux travaux du Conseil des ministres de l'URSS. Donc désormais, les républiques peuvent intervenir au sein du Conseil des ministres de l'Union soviétique pour faire entendre leur voix. Les entreprises concernant la défense, qui étaient aux mains du seul complexe militaro-industriel, le CMI, eh bien, désormais, il est décidé que ces entreprises de défense seront gérées par l'Union et par les républiques. Donc, ce sont des concessions importantes, certes. Mais dans ce texte, il y a aussi beaucoup d'imprécisions essentielles. Les républiques étaient déclarées États souverains. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire, par exemple, qu'elles avaient le droit d'adhérer à l'ONU, le droit d'avoir des ambassadeurs comme de véritables États? On ne le dit pas, on ne le sait pas.
La propriété des ressources naturelles à la suite de la privatisation, allait-elle passer entièrement aux républiques? Et les 6 républiques qui n'avaient pas signé cet état de l'Union, qu'adviendrait-il? Donc, pour la droite notamment, très attentive à ce projet, donc pour le camp des conservateurs, toutes ces mesures signifient la braderie de l'Union soviétique, la mort du Parti communiste. Alors ces conservateurs, cette droite, pouvaient-elles accepter cela? Eh bien, non. Et ça va être le sens, donc, du putsch d'août 91, dont je parlerai la prochaine fois. Et ça sera notre dernier cours de l'année. Bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.